Voilà, on vient de voir l'épisode 2 de Moi JE. Nous sommes de retour dans les locaux de Japan Expo. Je suis en compagnie de Thomas et de Sylvain. Alors tout d'abord, moi j'ai une petite anecdote sur Japan Expo. Alors il se trouve que personnellement, la première fois que je suis allé à Japan Expo, c'était l'édition 2004. Donc je crois une édition un petit peu mouvementée, non? Oui, c'est peu de le dire, mais... Non, ce que je voulais dire en fait, bien, c'est que du coup, moi parce qu'on a vu les images donc dans cet épisode de cette fameuse queue immense. Ouais. Donc moi j'étais à l'intérieur. D'accord, Et- c'était comment? C'était impressionnant. C'était Bon. super impressionnant. Enfin tout ça pour dire que en voyant toute cette queue immense, donc moi c'est la première fois, encore une fois que je voyais Japan Expo, j'avais l'impression que quelque chose changeait au niveau de la culture, pas que japonaise, mais geek en général en fait. J'avais l'impression que enfin elle commençait à être vraiment acceptée. Enfin, voilà, il y avait toutes ces personnes-là qui se retrouvaient et qui se regroupaient autour d'une même passion, donc la culture geek, mais aussi donc la culture japonaise. Ouais. Donc quelque chose changeait. Est-ce que vous avez conscience de faire partie de cette mouvance en fait, de ce changement? Alors, conscience... C'est C'est un peu bien difficile. grand mot. Comme beaucoup de gens, en fait, on fait partie de cette communauté geek. Après, le festival a grandi et c'est plutôt le festival qui est un témoin de la croissance ou de l'acceptation de la culture geek ou de la culture japonaise, plus que nous en fer de lance qui allons partir à l'assaut des gens et les convaincre à tout prix. On présentait des choses sympas, donc les gens se sont réunis, ça a fait du bruit, et si on a participé au développement du marché de la culture geek, on est super content. Et sinon, faut quand même qu'ils aillent regarder parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que, mine de rien, Japan Expo est arrivé au moment où vraiment il y a eu le boom du manga en France. Ouais. C'est vrai que ça, il y a une croissance, un certain parallélisme finalement entre la croissance de Japan Expo et la croissance de ce marché et la maturité acquise par ce marché possible. Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que on est vraiment né au tout début du marché. En tant que Japan Expo, il y a eu les prémices, les balbutiements. Alors, il y avait, pour le manga, il y avait l'import américain, l'import japonais, et il y avait les conventions, côté événementiel. Et les éditeurs se sont mis à publier des bouquins. Le Japan Expo est né, mais c'était fortuit, c'est-à-dire que ça n'avait pas été fabriqué pour. On s'est dit, tiens, on va faire Japan Expo, parce que là, ça va déboîter. Pas du tout. Donc, et du coup, on a accompagné le mouvement. On y a participé et c'est tellement intriqué que c'est difficile de se dire, de savoir exactement quelle est notre position, quelle a été l'influence du truc, parce que Japan Expo a grandi grâce à l'explosion du manga, mais est-ce que Japan Expo a pas aussi participé au truc en l'exposant aux médias, enfin, ou aux gens? C'est difficile. Et puis aussi, Japan Expo est arrivé, j'ai envie de dire, au moment où Internet s'est démocratisé en France. Et donc les communautés aussi qui se sont créées suite à ça. Après, Japan Expo, encore aujourd'hui, c'est le rendez-vous IRL de l'année pour beaucoup de communautés. C'est on se voit à Japan Expo. On est né complètement sur Internet, ça c'est sûr et certain. À l'époque, c'était sur les threads manga sur Caramel. Ça a un peu évolué. Je sais pas si vous avez connu. Moi, Karametti, peut-être comme- la toute fin, D'accord. peut-être. Et du coup, c'est vrai qu'on existe via Internet, on est le rendez-vous IRL. C'est vrai que c'est la meilleure définition de la communauté qui s'est constituée sur Internet. Et assez curieusement, la communauté manga, la communauté de la culture japonaise, c'est une des premières communautés à être arrivée sur le web, Ouais. et à s'être retrouvée. Parce que peut-être aussi les prémices la suite du Minitel finalement, peut-être d'une certaine manière, peut-être des communautés qui existaient. Tu fais de l'archéologie. Ouais, si, sans doute. Le Minitel a aidé. Maintenant, je pense que c'était aussi parce qu'on est la première population, les fans de manga, en tout cas. On fait partie de la première génération à avoir complètement intégré Internet au mode de vie. Donc, du coup, ça a été hyper fédérateur parce que c'était le nouveau moyen de se causer avec des gens qui étaient n'importe où. Enfin, c'était pratique, quoi. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu aussi, en termes de croissance globale, il y a eu aussi l'arrivée de Comic-Con qui a aidé, Ouais. qui est arrivé certes plus tard, mais qui arrivait aussi peut-être à un moment où il y avait ce besoin de salons plus orientés sur l'aspect occidental finalement de ces cultures. Alors, oui et non. Ouais, c'est une super réponse. En fait, Comic-Con répond
à la démocratisation de la culture geek de manière générale, c'est-à-dire au-delà du Japon. Mais à Japan Expo, on a toujours accepté la culture geek. En fait, ça n'a pas été parce qu'il y avait Comic-Con, on s'est mis à voir le reste. Si on prend tout ce qui est web-série, les vidéastes du web, tous ces gens-là, c'est né dans les conventions de Japanim. Ça a été beaucoup inspiré. Par la culture japonaise et ça a pris de l'ampleur grâce aux outils, c'est-à-dire YouTube et autres supports. Et du coup, Comic-Con, ça a été une excuse pour nous pour apporter des contenus qui allaient un peu plus loin parce qu'il y a un moment où ça devient compliqué. Maintenant, ça gêne personne de savoir qu'il y a un Spider-Man qui se promène dans les allées de Japan Expo, on s'en fiche un peu. C'était une expérience, voilà, pour mélanger un petit peu tout ça. Une expérience qui a été plutôt réussie parce que Comic-Con en France a sa marque. Mais il a besoin pour grandir aussi, paradoxalement, de se retrouver seul parce que coincé dans une Japan Expo, qui est déjà un rendez-vous de culture geek, au final, les gens, ils ont du mal à s'identifier complètement. Alors, tu parlais de contenu, justement. Oui. Alors, on sait que l'événement a explosé au fil des ans. Est-ce que tu considères qu'il y a une édition où tout a changé? Ou vraiment, il y a eu quelque chose qui a changé? 2004, ça a été pas mal en termes de changement. C'est quand on a trop de monde et qu'on n'arrive plus à faire entrer les gens, c'est compliqué. C'est un bon compliqué, mais c'est compliqué quand même. Non, ce qui nous a apporté le vrai changement, c'est d'arriver à Villepinte, où là, on s'est retrouvé dans un terrain de jeu infini. Et du coup, plus on a de conneries à faire, plus il y a de place pour les faire. Donc on y va, quoi. Alors, vous avez accueilli une équipe de tournage pendant 1 an. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? En fait, je crois que c'est la première fois qu'une équipe de télévision vient dans les locaux pour interviewer donc le staff de Japan Expo. Oui. Comment on a vécu? Plutôt bien. C'est sympa. Mais tu vois, t'es pas obligé de me dire ça parce que je suis là. Non, c'était terrible. Non, franchement, c'était hyper bien. Vous avez bien préparé le terrain, je veux dire. Parce que c'est vrai que c'est un peu... intrusif d'une certaine manière, parce que vous venez capter des images qui normalement disparaissent, quoi, quelque part. Et vous avez bien... ça a été bien amené, bien préparé, bien anticipé sur nos questions et tout. Donc, une fois qu'on a été rassuré, finalement, ça a été assez simple d'accueillir régulièrement tes équipes et puis d'avoir tes questions, tes longues interviews, n'est-ce pas? Et franchement, de revoir des images des salons passés et en particulier se refaire les interviews qu'on a fait ensemble là, en les voyant, ne serait-ce que de 2013, c'est pas si loin, mais en même temps, c'est déjà de loin dans le passé. Et là, de les revoir, c'était très touchant, quoi. C'est très très sympa. Merci beaucoup. D'ailleurs, Sylvain, avec toutes les interviews que tu as faites, est-ce que ça a changé ta vision de Japan Expo? Ah bah complètement, hein. De toute façon, moi j'ai appris beaucoup de choses au contact de toutes les équipes, voilà, tous les domaines, déjà rien que ça, un peu ce côté finalement puzzle en fait, où chacun travaille sur une partie du salon et puis arrivé à la fin, hop, on assemble tout et pendant 4 jours, 5 jours, voilà, déjà ça c'est assez impressionnant. Et puis après, oui, effectivement, c'est ce que j'essaie de retranscrire au mieux dans la série finalement, mais c'est comprendre pourquoi quelque chose se passe quand on est à Japan Expo par exemple, se dire ah bah tiens oh là là les files d'attente interminables, mais c'est pénible hein, voilà. Mais comprendre comprendre pourquoi elles existent, qu'il y a du sens, il y a un historique et voilà, enfin c'est prendre ça sous cet axe-là, sous cet angle-là pour dire bah voilà, c'est pas pour embêter les gens souvent, pareil un événement qui prend du retard sur une scène qui démarre pas à l'heure, souvent c'est pas pour parce que derrière il y a des gens derrière qui sont c'est bien fait pour eux, on va les laisser bien patienter. Évidemment, c'est que malheureusement, il se passe des choses, des imprévus qu'il faut régler avant que ça démarre. Et donc ça, souvent, évidemment, quand on est dans la salle en tant que spectateur, on n'est pas content, parce que surtout si on s'est fait son programme, on se dit ok, donc là, j'ai envie de voir ça. Ça saute. Voilà, après du coup, mais voilà, c'est comprendre que voilà, il y a vraiment souvent des choses logiques qui conduisent à des éléments. Parfois, c'est pas forcément agréable à vivre, mais en tout cas, c'est jamais de ce que j'ai perçu en tout cas pour embêter les gens que ça se passe comme ça. Je crois que si on avait fait des choses pour embêter les gens, le festival, explosion du manga ou pas, il aurait pas grandi, il aurait pas été apprécié par de plus en plus de gens, quoi. Et si on arrive à vraiment montrer
cet envers du décor et que ça permet aux gens d'accepter que parfois ça se passe pas exactement comme on le voulait et que c'est pas pour des raisons négatives, on aura vraiment tout gagné, quoi. On verra ça, on lira sur les forums les retours une fois que tous les épisodes auront été Puis diffusés. dans 20 ans, on pourra le revoir et avoir sa petite larme en disant « Tu te souviens à l'époque, on était jeunes. » Bref, ça t'a rendu donc du coup plus indulgent. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur le prochain épisode, donc l'épisode 3 ? Là, on termine l'hiver, donc mine de rien, on arrive, il reste un peu plus de 3 mois à peine avant le salon. Mine de rien, le temps commence à être compté. On voit que les choses sont parfois difficiles à se mettre en place. Et pourtant, voilà, il reste 3 mois et il y a encore tous les aspects pratiques à régler parce que, ouais, ok, tel invité a dit qu'il venait, c'est super, mais maintenant, il arrive avec quel avion, est-ce qu'il dort, qu'est-ce qu'il mange. C'est toutes les questions pratiques qu'il va falloir régler. Et ça aussi, c'est un sacré travail parce que, vu la masse d'invités qu'il y a à Japan Expo, voilà, c'est vraiment du... Je crois que Fumio, dans une de ses interventions, parle de Tetris. Je pense que c'est vraiment ça, c'est les petits blocs qu'il Sauf faut... qu'il va hyper vite. Ouais. On n'a pas les premiers niveaux. Voilà. D'accord, merci Sylvain, merci Thomas. Merci. Et pour notre part, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3.